recherché sur un kayak biplace rouge. Début de recherche à partir du rocher à la voile en remontant vers l'entrée Grande Rade. À vous. Ce monsieur en fait a pour coutume d'utiliser un kayak en guise d'annexe et depuis dimanche en fait ne donne plus signe de vie. On a demandé à la SNSM d'effectuer des recherches côtières autour de Nouméa pour pouvoir retrouver des traces de cette personne. Notre mission principale, la sauvegarde de la vie humaine en mer. Ensuite, on a une mission aussi de prévention auprès des usagers de la mer. Il y a 3 opérations actuellement ouvertes. La disparition inquiétante aux approches de Nouméa, un akayaké qui est organisé par le SAMU sur la côte Est et une balise de détresse qui émet au Vanuatu. Nous travaillons beaucoup avec le réseau des sauveteurs en mer, donc ces organisations d'utilité publique, de sauveteurs bénévoles. La Nouvelle-Calédonie a la chance de disposer sur son territoire d'un maillage de stations de la SNSM et ce sont pour nous des partenaires essentiels. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on mette au moins des brassières sur les enfants. Le problème, c'est que quand ils tombent à l'eau, on sait très bien que d'instinct, la mer, elle va sauter. Et donc, on va se retrouver avec 2 personnes sans brassière, choquées et en difficulté. Au sommaire de ce 2e épisode d'Entre Terre et Mer de l'année, la suite du sauvetage en mer avec la SNSM. Nous y aborderons les conditions pour y être bénévole et comment se passent les entraînements réguliers. Nous y visiterons les 2 vedettes mises à disposition, la Nautile à Nouméa et la Croix du Sud du côté de la station de Boulou-Paris. Et pour finir, nous passerons en revue les consignes essentielles diffusées et surveillées par la Direction des Affaires Maritimes. La sécurité en mer, c'est l'affaire de tous. Allez, on monte à bord. Vous préparez le matériel nécessaire à la mise à l'eau de l'annexe. Être sauveteur bénévole à la SNSM demande un entraînement de professionnel. Philippe Boudet, patron de la Nautile, dispense un cours de canotier. Faites des manips, alors un peu de faire le tour et puis aussi ce que je voudrais c'est les accostages. Quand les personnes rentrent à la station, donc avec déjà en poche le permis côtier et au moins le PC1, ensuite l'évolution du canotier passe par une formation de canotier opérationnel. C'est une formation sur un week-end bloqué où ils vont balayer un peu tout ce qu'un canotier doit savoir faire à bord. Alors, ouais, voilà, un petit tour et après ce que je veux c'est des manœuvres d'accostage. Ok, je la fais. Alors l'accostage le long du bord comme ça et l'autre perpendiculaire comme si on avait la civière. Pendant que les exercices se poursuivent, Philippe nous fait visiter la cale de la Nautile. Donc là, ici, on est dans ce qu'on appelle le compartiment machine. Donc c'est 2 moteurs Cummins, 2 x 600 chevaux, turbo compressé, avec tous les équipements annexes, c'est-à-dire alternateurs, les pompes attelées, pompes à incendie. Enfin, c'est vraiment le cœur du bateau au niveau propulsion et incendie assèchement. Tout se fait d'ici. Alors en fait, donc précédemment, on avait une vedette de 2e classe, comme on dit à la SNSM, de 10,50 m. Et on avait principalement 2 soucis, c'était l'autonomie en gasoil. Pour nous, à la station de Nouméa, on a une grande surface de secours et donc il faut avoir suffisamment de gasoil pour y aller, pour rester et surtout pour revenir. Donc on avait 2 x 400 litres et c'était pas assez, on était souvent quand même sur des longues distances, on pouvait être gêné, quoi. Alors que maintenant, on a 2 x 1700. Donc là, il n'y a pas de souci, sachant que les moteurs consomment... Allez, à 20 nœuds, on n'est même pas à 100 litres moteur. Donc voilà, ça nous laisse 17 heures d'autonomie à 20 nœuds. Il n'y a aucun problème d'autonomie. Et la deuxième chose pourquoi on a changé, c'est que 10,50 m sur un alizé soutenu 20 nœuds pour descendre dans le sud, on était obligé de réduire. Et parce que ça tapait trop fort, donc usure du matériel, usure du personnel aussi, ça nous fatiguait énormément. Donc il nous fallait une vedette plus grande, qui passe mieux
dans le lagon. Ma fonction, c'est en fait, je suis patron titulaire, donc je suis responsable des moyens nautiques, c'est-à-dire la vedette et le semi-rigide qu'on a aussi dans le hangar, responsable du personnel et de leur formation. Ici, c'est le poste avant, où on peut... déjà, on a stocké notre matériel, donc toute cette partie-là, c'est tout ce qui est matériel médical. De l'autre côté, c'est du matériel pompier pour tout ce qui est incendie et matériel de plongée si jamais on devait mettre un plongeur bouteille à l'eau. On a exactement ce qu'il faut, même si c'est pas vraiment notre métier, mais ça peut nous arriver. Ensuite, il y a du matériel dans les équipés, des brassières, il y a 25 brassières parce que le jour où on est amené à sauver des gens en quantité, voilà, il faut quand même qu'ils aient des brassières. Et on est tous certifiés premier secours en équipe, de niveau 1, de niveau 2. Donc en tant qu'SNSM, on a une dotation de base qui est de type C, mais en fait nous on a beaucoup plus de choses telles que l'oxygène. Donc vraiment notre but c'est donc le secours à personne, c'est même notre métier premier. En fait on a le devoir de sauver la personne. Non pas on n'est ni médecin ni infirmier, mais au moins de la maintenir en bonne condition de façon à ce qu'elle soit prise en charge le plus tôt possible par des moyens médicaux, alors soit le SAMU, soit on peut l'emmener au Médipôle par l'intermédiaire d'une ambulance. Leurs compétences de secouristes sont très utiles lorsque les sauveteurs interviennent sur le lieu d'un grave accident, comme ce bateau qui a explosé en mer, blessant gravement ses occupants. Ouais, c'est là, ouais, là, ici, là. Et là, c'est des... Et on va mettre on va faire le pansement d'abord. Après, on va y mettre les attelles. Ok, voilà. Merci. Allez, je vais mettre un peu de produit sur le tout. Les personnes avaient de multiples fractures qu'il a fallu soigner et consolider par des attelles. Je pense que c'est plus le genou là. Ici là t'as les ciseaux. L'attelle une fois réalisée, le SAMU prendra le relais à terre. Pour affronter ce type de situation, il faut s'entraîner. Là, on va préparer la barquette de façon à récupérer quelqu'un qui était dans l'eau en hypothermie, par exemple. Comme ça, c'est rassurant pour lui, il va direct dans la barquette. Ok. Ouais, attention, vous êtes... Encore. Encore. Quand on amène encore. Allez, on lâche le fond on ramène. Et on choque. Ça nous est arrivé de récupérer 2 personnes qui avaient passé 7 heures dans l'eau et elles étaient en hypothermie, donc on les remonte, palan, barquette et remonté à l'horizontale. Après, prise en charge par les secouristes du bord. Le froid fait que tout ce qui est extrémité va plus être irrigué, seules les parties vitales vont être irriguées, et si jamais on les met debout, là, tout le sang va repartir, enfin tout le sang va repartir vers les extrémités et il risque un problème cardiaque, parce que par un manque de la pompe va désamorcer, comme on dit. Aujourd'hui, les bénévoles de la SNSM de Nouméa sont appelés pour déséchouer un bateau sur un îlot. Cette opération est payante. Le cas est simple, il faut désensabler le bateau et le remorquer jusqu'à Nouméa. Ouais, on a un peu de travail, on va creuser pour le déterrer. Je l'accroche. Tu restes dans l'annexe, toi, pour suivre. L'outil de SNB, la remorque est captée. Ok, tu peux ralentir.
À leur retour, la vedette est soigneusement rincée. La Nautilus, c'est une vedette de 16,80 m qui a été construite à côté de Lorient, Loc Michalik, par les chantiers Bernard. Hein. Chantiers qui font par exemple les vedettes de pilotage, hein, c'est les mêmes coques. Donc nous, elle est dédiée évidemment au secours. On a vu au poste avant les moyens médicaux et puis ici le remorquage, hein, parce que c'est ce qu'on fait quand même beaucoup aussi. On fait ce qu'on appelle du MAS, donc c'est le remorquage des échouements. Dans une certaine mesure, hein, puisqu'après quand ça devient trop compliqué, on fait appel à des sociétés privées, mais ici il y en a très peu. Donc voilà, donc ça c'est payant. Par contre, évidemment, le remorquage. De toute façon, 80% des inters, on va les faire ici. Hein. La zone, c'est Faramédé, Signal, La Reynière, Bécoin. Voilà. On doit faire et 2 jours, et le week-end, bien sûr. Et après, on a des inters où là, on va partir plutôt par exemple, pendant les vacances scolaires, c'est évident. Au beau jour, on va plus aller dans le sud, hein, les 5 îles, Coiré, et puis un petit peu les îlots derrière. Mato aussi, voilà, ça va être là. Avec la création, notre ancienne vedette est partie à Boulou-Paris, donc création de la station là-bas, ce qui fait que ça nous diminue notre zone de recherche. On ne monte plus maintenant à Boulou-Paris comme on faisait avant, baie de Saint-Vincent, Rognois, tout ça. On peut autorisation de monter à bord. La station SNSM de Boulou-Paris, créée en 2017, loue un emplacement à l'année à la marina de Port-Wenghi pour stationner leur vedette, la Croix du Sud. Démarrage moteur d'abord. Okay. Ok. C'est bon. Moteur tribord. Alors je suis patron titulaire de la Croix du Sud et je suis aussi SNB1, donc nageur de bord. C'est mes 2 fonctions à la SNSM de Boulou-Paris. J'ai toujours été depuis petit dans des bateaux sur le lagon. En Nouvelle-Calédonie, en plus, on a la chance de pouvoir naviguer toute l'année. Les gens, quand ils arrivent adultes, ils ont déjà une certaine connaissance du lagon. J'ai pratiqué beaucoup de sports nautiques. J'ai fait une traversée océanique de Boulou-Paris jusqu'à Fidji. Et donc j'étais bénévole, j'ai toujours admiré les sauveteurs en mer. Et donc j'étais bénévole pour, avec mes amis, monter une station à Boulou-Paris. Et puis ensuite pour prendre des responsabilités au sein de cette station. C'est le patron donc, qui prépare le sauvetage, qui prépare la navigation, qui briefe les équipes et qui donne le rôle de chaque équipier à bord du bateau et qui va élaborer une stratégie de sauvetage. Voilà le poste de barre de la Croix du Sud avec donc les instruments de navigation. Alors on va peut-être commencer par ce qui est le plus important pour les plaisanciers, pour déclencher une alerte et pour nous-mêmes. Donc on commence par utiliser la radio VHF. Vous voyez, elle est réglée sur le canal 16. Donc c'est ce canal qu'il faut utiliser pour prévenir les secours. On a ici donc un logiciel de navigation sur lequel on trace nos routes. On a les cartes de toute notre zone d'intervention qui part du nord de Païta jusqu'au nord de Bourail. On a le radar qui nous sert de jour mais qui est surtout très utile en navigation de nuit. On a bien sûr un sondeur donc, qui nous donne la profondeur d'eau et ça c'est très important dans les zones dans lesquelles on navigue parce que on navigue dans des zones où il n'y a pas toujours beaucoup d'eau et la vedette a besoin d'un minimum donc, de profondeur. Et puis on a là juste là donc un autre traceur de cartes de secours au cas où celui-ci soit le premier soit en panne. Voilà. On a ensuite donc les GPS, ça aussi c'est très important pour les plaisanciers, c'est-à-dire que quand on a un GPS, on peut signaler sa position et ça permet au secours de retrouver donc les requérants et les naufragés beaucoup plus facilement. Nous on en a 2. On en a un donc, qui est équipé d'AIS, c'est-à-dire qu'on a un transpondeur sur le bateau qui permet notamment au MRCC de nous suivre en permanence quand on effectue nos sauvetages. Et puis on en a un là qui est un GPS plus classique. On a bien sûr là le compas qui nous sert donc dans notre navigation. Ça aussi c'est très important pour les plaisanciers.
parce que ça permet, même avec du mauvais temps, même avec un manque de visibilité, de pouvoir avoir un cap et le tenir. Encore une fois, ça reste des aides à la navigation. Ça n'empêche pas que si toute l'instrumentation électronique tombe en panne, on doit être capable de se débrouiller à partir de cartes marines. Et on doit être capable de se repérer également visuellement. On doit connaître notre zone d'intervention. Tous les bénévoles qui rentrent à la SNSM sont formés avant de passer en intervention. Formations qui sont dispensées en interne par la SNSM au fur et à mesure de la progression donc, du sauveteur. Et en fonction de ses choix personnels, de ses qualités personnelles aussi, il va pouvoir se spécialiser dans une fonction plutôt que dans une autre. La SNSM est financée par des dons. Il y a bien entendu des subventions qui sont accordées ici en Nouvelle-Calédonie à Nouméa, par la mairie de Nouméa pour la station de Nouméa. Ici, c'est la station de Paris, bien entendu, qui nous aide un petit peu. On n'est pas à Nouméa. Les provinces, le territoire, voilà. Et puis, la SNSM, l'année dernière, on a fait par exemple un trail à la tribu de Saint-Louis. Tout ça, ça rapporte de l'argent. Plus tous les dons qui sont faits en Nouvelle-Calédonie. Cet argent-là est récupéré, on va dire, par la délégation à Nouméa, qui, elle, va répartir en fonction des besoins cet argent-là sur les stations qui sont autour de la Nouvelle-Calédonie, à savoir Boulou-Paris, Koumak, Thio et Lifou. Et puis, dans certaines stations-service, dans certaines épiceries ou magasins, on a mis des genres de petits canaux, bleu, blanc, rouge, marqués SNSM. Voilà, bon, ceux qui les voient, mettez quelques pièces dedans, ça nous revient. Une vingtaine d'interventions l'année dernière. L'année dernière, oui. Alors, des interventions classiques, un bateau en remorque, voilà, et puis on a eu quatre interventions, on va dire, sur personne. Voilà. Enfin, le premier type d'intervention, ça reste quand même pour des pannes et des avaries diverses. C'est pas forcément des gens qui ont fait des erreurs ou qui se sont mis en danger. Et après, le reste, des échouements, des choses comme ça, c'est des défauts soit de connaissance de la zone, soit une confiance trop grande et une méconnaissance de l'utilisation, par exemple, de la cartographie électronique. Peut-être par un manque de formation, justement. À l'heure actuelle, c'est assez facile d'acheter un bateau, d'acheter le matériel et puis de pouvoir sortir sans aucune formation à tout ça. Ici, comme beaucoup disent, on connaît la mer. On ne joue pas avec la mer. On est tout petit face à la mer. Il faut rester humble et puis faire ce qu'on doit faire. Surtout au niveau de la sécurité. On croit souvent des bateaux, les gilets par exemple, personne n'en a. On voit des enfants sur le roof avec le bateau à fond dans les vagues, le gosse est devant et sans gilet. Bon, je dis pas tout le monde, il y en a qui mettent leur gilet quand même, quoi. Mais peu. Dernière étape, la direction des affaires maritimes, service incontournable pour les propriétaires de bateaux. Le plaisancier, lorsqu'il achète un navire, va devoir l'immatriculer. C'est le premier stade. Lorsqu'il immatricule son navire, on va lui remettre une carte de circulation avec un numéro d'immatriculation. Donc il aura l'obligation notamment d'afficher sur son navire l'immatriculation du navire, avec certaines normes en termes de taille pour l'immatriculation et la position de l'immatriculation. Lors de cette immatriculation, l'administration, les affaires maritimes vont vérifier que le navire est conforme. Il y a deux cas possibles. Soit le navire ici est un navire, ce qu'on appelle CE, certification CE, qui est une norme européenne harmonisée, qui décrit toute une série de normes en matière d'incendie, de sauvetage, d'assèchement, de stabilité, de structure. Et donc, le constructeur du navire fournit une déclaration de conformité. Et là, nous, on va vérifier cette déclaration de conformité. Le deuxième cas en Calédonie qui est assez important, c'est les cas des navires qui ne sont pas CE et qui sont notamment lorsque les importateurs vendent des navires australiens ou néo-zélandais, les pays proches de la Nouvelle-Calédonie.
Et là, on va vérifier ce qu'on appelle une déclaration de conformité, mais du constructeur également et de l'importateur, mais par rapport à un règlement équivalent à celui de CE, mais qui n'est pas CE. Donc on va vérifier, l'importateur va s'engager, déclarer que son navire est conforme à ces normes, de manière équivalente. Alors l'équipement minimum va dépendre de votre catégorie de navigation, de zone de navigation. Il y a 3 zones, ce qu'on appelle la navigation basique jusqu'à 2000 de la côte. Ensuite, la navigation côtière jusqu'à 6000 d'un abri. Et puis, au-delà de 6000 d'un abri, on a la navigation hauturière. Là, ça concerne plus les plaisanciers qui vont aller soit à l'étranger, Vanuatu, ou sur les îles Loyauté également, où là, on sera en navigation hauturière. Le moyen de communication en zone côtière notamment, c'est la VHF. Cette année, le gouvernement a fait une campagne de sensibilisation sur l'utilisation de la VHF, parce que la VHF n'est pas obligatoire en navigation côtière. Le gouvernement a souhaité sensibiliser les plaisanciers sur l'utilisation de cette VHF. Le MRCC envoie tous les jours sur des canaux VHF des bulletins météo. Donc vous pouvez recevoir des bulletins météo avec votre VHF. Et lorsque vous communiquez, vous lancez un appel et la personne avec qui vous communiquez va bien évidemment pouvoir vous contacter avec cet outil, mais sur des canaux bien précis. Vous avez le canal 16 qui est le canal d'urgence, qui est vraiment un canal dédié pour l'urgence. Et après, lorsque vous avez besoin d'utiliser cet outil, mais que ce n'est pas une urgence, notamment pour l'organisation de manifestations nautiques, vous avez d'autres canaux dédiés qui vous permettent de communiquer avec les autres plaisanciers. À part la VHF, quels sont les autres moyens pour signaler un accident en mer? Ce qu'on a comme autre option, c'est la PLB, donc c'est la balise personnelle. L'avantage de celle-ci, c'est qu'il n'y a pas d'enregistrement à faire, contrairement à la VHF fixe qui va devoir être enregistrée à la NFR avec un numéro MMSI. La PLB, donc la balise personnelle, on est dans une gamme de prix équivalent à la fixe, on est autour de 50 000 en termes de prix. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de couverture de portée, ça marche dans le monde entier, ça marche qu'on soit sur terre, sur mer ou dans les airs. Et on va pouvoir directement envoyer le message donc via un réseau satellite mondial qui va après le relayer au centre de secours le plus proche. Dans le cas de Nouméa, Nouvelle-Calédonie, même Vanuatu, on va être relayé au MRCC de Nouméa. Et après, ça va permettre de déclencher les secours et d'être secouru très rapidement. Il n'y a pas besoin de faire de coordination, il y a juste besoin de l'activer. On tombe à l'eau du bateau, on a juste à enlever l'antenne, la lever vers le dessus et appuyer 2 secondes sur le bouton rouge. Après, il n'y a plus rien à faire, si ce n'est que la tenir l'antenne vers le haut. Et là, directement, environ en 5-10 minutes, le MRCC va recevoir le message, n'importe où dans le monde. Après, les autres systèmes traditionnels, on va dire, ça va être le feu à main, qui fait partie de l'armement côtier obligatoire. On va être repéré par ces secours quand on est relativement proche. Donc ça, à peu près en termes de portée, c'est la portée optique. Donc ça va permettre quand on est sur un îlot, proche d'un îlot, en panne ou dans une situation un petit peu critique, on déclenche ça. Ça va faire une flamme rouge très intense qui va se voir donc, par toutes les personnes à portée optique. Après, en notation obligatoire hauturier, on a le fusée parachute, qui elle a une portée beaucoup plus grande, donc c'est vraiment une petite fusée qui va être envoyée à haute altitude avec un petit parachute, donc elle va redescendre doucement avec une lumière rouge intense. Ça c'est très efficace de jour comme de nuit, vraiment à longue portée. Et après on a le fumigène qui est utilisé seulement de jour, qui permet de faire un grand panache orange qui va se voir aussi dans les grandes distances, surtout dans les conditions où il n'y a pas beaucoup de vent et par fort soleil. On a quand même pas mal d'événements qui ont été médiatisés ces dernières années et des événements tragiques et quand même il y a une prise de conscience et on voit quand même des plaisanciers qui souhaitent s'équiper, qui souhaitent prendre vraiment la sécurité, qui sont conscients de la sécurité, de leur responsabilité, puisque lorsque le chef de bord va amener sa famille ou des amis en mer, c'est lui le responsable, il est quand même responsable de la sécurité. Donc on a de plus en plus des personnes qui souhaitent s'informer. Nous sortons bientôt d'une interdiction de naviguer suite à la crise sanitaire actuelle. Alors prenez le soin de tout bien préparer avant de sortir. Nous avons tous envie de faire une belle balade en mer. Ne saturez pas les centres d'appel du MRCC. Nous pouvons tous éviter facilement les accidents. Je compte sur vous.